14 janvier 2018, dimanche matin. Californie, comté de Riverside. À 5h51 du matin, un appel est parvenu au service 911. Une jeune fille est en ligne. La répartitrice Christina Weigel a décroché et a immédiatement remarqué la voix. Elle semblait très jeune, calme, hésitante. Mais l'appelante s'est présentée comme ayant 17 ans. Première phrase, « Je me suis enfuie de chez moi, de la maison de mes parents ». Weigel a commencé à poser des questions. Procédure standard pour de tels appels. Où es-tu maintenant? Quelle est l'adresse? La jeune fille ne savait pas. Elle ne pouvait pas nommer la rue. Elle ne pouvait pas donner le numéro de la maison. Elle ne comprenait absolument pas où elle se trouvait. C'était déjà étrange. Un adolescent ayant grandi dans un quartier connaît généralement son adresse. Weigel lui a demandé de regarder autour d'elle, de trouver n'importe quel point de repère. Une enseigne, un nom de rue, n'importe quoi. Et c'est là qu'a retenti la phrase qui a tout changé. Mes frères et sœurs sont actuellement dans la maison. 2 d'entre eux sont enchaînés. Au lit. Weigel lui a demandé de répéter. Lentement. La jeune fille a répété. Enchaînés. En ce moment même. Ils ne peuvent pas bouger. La répartitrice a posé la question suivante. Combien sont-ils au total dans la maison? L'appelante a répondu. 12. 12 frères et sœurs. Tous là-bas. Weigel a noté l'information et a demandé de continuer à chercher l'adresse. Sans coordonnées précises, impossible d'envoyer une patrouille. Le GPS du téléphone ne donnait qu'une zone approximative. Il fallait un numéro de maison concret. La jeune fille a commencé à avancer le long de la rue. La répartitrice gardait la ligne ouverte. Elle n'interrompait pas la communication. Après quelques minutes, l'appelante a trouvé une boîte aux lettres. L'adresse y était inscrite. 160 Muir Woods Road, ville de Perris. Weigel a immédiatement transmis les coordonnées. Une patrouille du département du shérif a été dépêchée sur les lieux. Priorité élevée. Séquestration possible de personnes contre leur gré. 2 officiers sont partis à 5h58 du matin. La jeune fille s'est présentée sous le nom de Jordan. Weigel lui a demandé de rester en ligne jusqu'à l'arrivée de la police. Elle a posé encore quelques questions. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Jordan a répondu « Toute la vie. Ils ne sortent presque jamais de la maison. Ils ne voient pas la rue. Ils sont tout le temps à l'intérieur. Y a-t-il des blessés? Jordan a dit « Tous sont très maigres, faibles. Ils marchent à peine. » Weigel a transmis cette information aux officiers par radio. À 6h05 du matin, la patrouille est arrivée au 160 Muir Woods Road. Une maison ordinaire de plein pied, façade beige, un petit terrain avec une pelouse négligée. Rien de suspect à l'extérieur. Quartier calme, banlieue typique. Jordan se tenait au bord du terrain. Elle avait l'air terrifiée. Vêtue d'un sweat à capuche et d'un jean trop grand pour elle. Ses chaussures étaient vieilles et usées. Les officiers se sont approchés d'elle. Ils ont posé des questions de précision. Jordan a désigné la maison. C'est là, ils sont tous à l'intérieur. Les parents aussi. Les policiers lui ont demandé d'attendre près de la voiture de patrouille et se sont dirigés vers la porte d'entrée. Ils ont frappé. Après quelques secondes, la porte s'est ouverte. Une femme se tenait sur le seuil. Elle paraissait calme. Elle souriait même. C'était Louise Turpin, la mère de famille. Les officiers se sont présentés et ont expliqué la raison de leur visite. Un appel au service de secours a été reçu. Information sur une possible séquestration de personnes dans la maison. Louise a pris un air surpris. Elle a dit que tout allait bien, juste un malentendu. Les policiers lui ont demandé la permission d'entrer et de regarder autour d'eux. Louise a hésité quelques secondes, puis elle a acquiescé et les a laissés entrer. Les officiers sont entrés et ont immédiatement senti une odeur âcre, un mélange de saleté, d'air rassis, de quelque chose de moisi. À l'intérieur, il faisait sombre. Toutes les fenêtres étaient couvertes de rideaux épais. Dans le couloir se tenaient plusieurs personnes, très maigres, la peau pâle, des visages désemparés. L'un des officiers écrira plus tard dans son rapport officiel « Je ne pouvais pas déterminer leur âge au premier coup d'œil. » Physiquement, ils ressemblaient à des adolescents de 13 ou 14 ans. Mais quand j'ai demandé les noms et les dates de naissance, il s'est avéré que certains d'entre eux avaient plus de 20 ans. Leur état physique ne correspondait absolument pas à l'âge indiqué sur les documents. Les patrouilleurs ont avancé plus loin dans la maison. Ils ont jeté un coup d'œil dans les chambres. Dans l'une d'elles, ils ont découvert 2 personnes enchaînées au cadre métallique des lits, des chaînes lourdes avec des cadenas.
Les chaînes étaient courtes, les mouvements étaient fortement limités. Les officiers ont immédiatement appelé une ambulance et des renforts. Ce n'était plus une simple vérification d'appel, c'était une scène de crime. David Turpin, le père de famille, se trouvait dans le salon. Il était assis sur le canapé. Il se comportait avec un calme étrange. Il ne posait pas de questions. Il n'essayait pas d'expliquer quoi que ce soit. 20 minutes plus tard, des détectives, une équipe médicale et des représentants des services sociaux étaient sur place. Une inspection complète de la maison a commencé. Collecte de preuves, interrogatoire de toutes les personnes présentes. Ce que les enquêteurs allaient découvrir au cours des heures suivantes deviendrait la base d'accusation qui choquerait tout le pays. Mais avant ce matin-là, la famille Turpin semblait tout autre. Sur les réseaux sociaux de Louise et David, il y avait des dizaines de photos. Des clichés de famille. Les 13 frères et sœurs ensemble avec les parents. Des sourires, des tenues identiques, des coiffures soignées pour tout le monde. Des photos de Disneyland. Toute la famille devant le château de la Belle au bois dormant. Des t-shirts avec Mickey Mouse. Tous ont l'air heureux. Des clichés de Las Vegas. Louise et David renouvelaient leurs vœux dans l'une des chapelles de mariage du Strip. Les 13 enfants se tiennent à côté d'eux. Les filles dans des robes violettes identiques, les garçons en costume. D'autres photos, des fêtes de famille à la maison, un anniversaire, un gâteau avec des bougies, tous assis autour de la table. À première vue, une famille nombreuse ordinaire. Nombreuse mais sans histoire. Des parents qui emmènent leurs enfants se divertir, qui prennent soin d'eux, qui fêtent les anniversaires. David Turpin travaillait comme ingénieur chez Northrop Grumman, industrie de la défense, bon salaire, emploi stable. Louise était femme au foyer. Elle s'occupait de la maison et de l'éducation. La famille vivait à Paris depuis 2010, avant cela au Texas. Ils avaient déménagé plusieurs fois, mais ils restaient toujours isolés. Les voisins de Muirwoods Road ont plus tard témoigné auprès des enquêteurs. Presque tous disaient la même chose. On voyait rarement la famille, très rarement. Parfois, on remarquait tout le groupe sortir de la maison la nuit. Ils montaient dans une camionnette et partaient. Ils revenaient au petit matin. Où allaient-ils? Personne ne le savait. Un voisin se souvenait « Je les ai vus quelquefois dans la cour, tous très pâles, maigres. Ils bougeaient bizarrement, lentement. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être malades, mais je ne voulais pas me mêler des affaires des autres. » Une autre voisine racontait « Un jour, j'ai essayé de dire bonjour à l'un d'eux par-dessus la clôture. Une jeune fille se tenait à la fenêtre. J'ai fait un signe de la main, elle m'a regardé et s'est rapidement éloignée. Je ne les ai plus revus pendant des mois. » Il y avait aussi ceux qui ne savaient même pas combien de personnes vivaient dans cette maison. Je pensais que c'était une famille ordinaire, 3 ou 4 maximum. Je n'en ai jamais vu plus. En 2011, les voisins avaient appelé la police. Cause, bruit nocturne, cris. Les officiers étaient venus, avaient frappé à la porte, David avait ouvert. Il avait expliqué que c'était juste ses plus jeunes qui faisaient les fous. Les policiers avaient jeté un coup d'œil dans la maison, ils n'avaient rien remarqué de suspect. Ils étaient partis. Un autre appel avait eu lieu en 2013, anonyme. Quelqu'un signalait une possible maltraitance dans la maison. Des représentants des services sociaux étaient venus. David et Louise avaient montré des documents. Ils avaient expliqué qu'ils pratiquaient l'école à la maison. C'est légal en Californie. Officiellement, ils avaient enregistré une école privée à domicile, la Sandcastle Day School. Louise était inscrite comme directrice, David comme directeur adjoint. Les inspecteurs n'avaient pas trouvé d'infraction. La maison était propre, tous semblaient calmes. Les parents répondaient aux questions avec assurance. L'affaire avait été classée. Sur le papier, tout concordait. Famille nombreuse, éducation à domicile, parents avec une bonne réputation. Un ingénieur avec une habilitation pour des projets de défense, il avait été contrôlé lors de son embauche. Les Turpin n'allaient pas à l'église. Ils ne communiquaient avec personne dans le quartier. Ils commandaient les courses en livraison. Ils récupéraient le courrier rapidement. Ils n'allaient presque jamais dans la cour. Mais les photos continuaient d'apparaître sur les réseaux sociaux. Disneyland 2015, Las Vegas 2016. Tous sourient, tous ensemble. L'image publique de la famille était irréprochable. L'image parfaite d'une grande famille unie. Des parents prévenants, qui dépensent de l'argent pour des voyages et des divertissements. C'est précisément cette image qui refera surface dans les médias après l'arrestation. Les journalistes montreront ces photos et poseront la question. Comment est-ce possible? Comment, derrière ces sourires, se cachait ce que les policiers ont trouvé dans la maison? Les enquêteurs établiront plus tard. La plupart des photographies étaient mises en scène. Les voyages à Disneyland et à Vegas ont bien eu lieu, mais seulement pour donner le change.
À l'intérieur de la maison, la réalité était totalement différente. Et cette réalité durait depuis des années, jusqu'à ce que Jordan se décide à s'enfuir. Revenons à ce matin-là. 6h05. 2 officiers se tiennent devant la porte d'entrée de la maison au 160 Muirwoods Road. La porte s'est ouverte presque immédiatement après qu'ils ont frappé. Louise Turpin se tenait sur le seuil. Une femme d'une 50aine d'années. Cheveux sombres et courts, lunettes, tenue d'intérieur, visage calme, même accueillant. Les officiers se sont présentés. Ils ont informé qu'ils avaient reçu un appel au service de secours. Un appel de Jordan Turpin. Elle signalait une situation dans la maison nécessitant une vérification. Louise a pris une expression surprise. Elle a haussé les sourcils. Elle a regardé les officiers comme si elle entendait une telle chose pour la première fois. Un appel ? Quel appel ? Tout va bien ? C'est sans doute un malentendu ? La voix est calme, même un peu perplexe. Aucun signe de panique, aucune nervosité. L'un des officiers a précisé. Votre fille Jordan a appelé le 911. Elle a signalé que des personnes se trouvent dans la maison enchaînées. Est-ce vrai ? Louise a secoué la tête. Non, bien sûr que non. Tout va bien ? Jordan a sans doute juste. Enfin, vous savez, parfois les adolescents exagèrent. À ce moment-là, un homme est apparu du fond de la maison. David Turpin. Grand, mince, lunettes, mal rasé. Lui aussi en tenue d'intérieur. Il s'est approché de la porte et s'est tenu à côté de sa femme. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé. Les officiers ont répété l'information. David a écouté. Il a acquiescé. Lui aussi semblait surpris, mais pas inquiet. C'est une sorte de malentendu. Tout va bien chez nous. Une famille. Nous faisons l'école à la maison. Peut-être que Jordan a mal compris quelque chose. Les policiers se sont regardés. La situation était étrange. Les parents se comportaient de manière absolument naturelle. Aucun signe de nervosité. Aucune tentative de fermer la porte ou d'interrompre la conversation. Mais les informations de l'appel étaient précises. Des chaînes, des personnes enchaînées. C'était impossible à ignorer. L'un des officiers a fait un pas de plus vers le seuil. Et c'est alors qu'il a senti l'odeur. Âcre, désagréable. Un mélange de quelque chose de moisi, de sale, de rassis. Une odeur qui émanait de l'intérieur de la maison. Le second officier l'a remarqué aussi. Dans son rapport, il écrira plus tard « L'odeur était si forte que j'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas ici. » Les policiers ont demandé la permission d'entrer et de regarder. Juste pour vérification. Procédure standard lors de tels appels. Louise a hésité. Elle a regardé son mari. David a également gardé le silence quelques secondes. « Avez-vous un mandat ?» a-t-il demandé. L'officier a répondu « Il n'y a pas de mandat, mais il y a un signalement d'une possible menace pour la vie de personnes dans la maison. Cela donne le droit d'entrer et de vérifier. » David et Louise se sont regardés, puis David a haussé les épaules. « Très bien, entrez. Mais tout est normal là-dedans. C'est juste que nous sommes, enfin, une famille nombreuse. On n'a pas toujours le temps de faire le ménage. » Il s'est écarté, Louise aussi. Les officiers sont entrés dans la maison. La première chose qu'ils ont vue, un couloir sombre. Les fenêtres étaient occultées par des rideaux épais. La lumière ne pénétrait pas. Dans le couloir, une seule ampoule brûlait, faible. Sur le sol traînaient des objets, des vêtements, des cartons, des détritus. L'odeur à l'intérieur était encore plus forte. Les officiers ont avancé. Dans le couloir se tenaient plusieurs personnes. Elles étaient apparues de quelque part, des chambres. Elles se tenaient juste là, à regarder. Première impression, des adolescents, maigres, très maigres, peau pâle, cheveux longs, mal entretenus, vêtements vieux, pas à leur taille. L'un des officiers s'est approché. Il a demandé de dire les noms et les âges. Le premier a répondu « Joshua, 29 ans ». L'officier s'est arrêté. Il l'a regardé attentivement. Le garçon paraissait avoir 15 ans tout au plus, peut-être 16. Visage émacié, petite taille, constitution fragile. La suivante s'est présentée. Jessica, 27 ans. La jeune fille paraissait encore plus jeune. L'officier ne pouvait pas y croire. Il a demandé à voir les documents. Louise a apporté plusieurs actes de naissance. Les dates correspondaient. Ces personnes avaient bel et bien plus de 20 ans, mais leur état physique disait le contraire. Les officiers ont continué leur inspection dans la maison. Ils ont jeté un œil dans les chambres. Saleté, chaos, matelas au sol, presque aucun meuble. Et c'est là, dans l'une des chambres au fond, qu'ils ont vu ce dont Jordan avait parlé. 2 lits, sur chacun, une personne.
les mains enchaînées au cadre métallique, des chaînes lourdes, des cadenas, des chaînes courtes, les mouvements réduits au minimum. L'un des officiers s'est approché. Il a demandé « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» L'enchaîné a répondu doucement « Je ne sais pas. Longtemps. » Le second officier a immédiatement appelé des renforts par radio. Code, situation critique. Arrivée immédiate requise de détectives, de médecins, des services sociaux. David et Louise se tenaient dans le couloir, toujours calmes. David a dit « Ce n'est pas ce que vous croyez. Nous, parfois nous devons les limiter, pour leur propre sécurité. » L'officier n'est pas entré en discussion. Il a simplement demandé aux deux de rester sur place et de ne pas quitter la maison. 15 minutes plus tard, des patrouilles supplémentaires ont commencé à arriver. 10 minutes après, les ambulances, puis les détectives. Des représentants du service de protection. La maison au 160 Muirwoods Road s'est transformée en une scène d'enquête active. Ce que les enquêteurs allaient découvrir au cours des heures suivantes deviendrait l'une des affaires de maltraitance les plus choquantes de l'histoire de la Californie. Les détectives ont commencé l'inspection complète de la maison dès leur arrivée. La première chose qu'ils ont constatée, l'insalubrité. La saleté recouvrait presque toutes les surfaces. Sur le sol de plusieurs pièces, il y avait des taches qui ressemblaient à des traces d'excréments humains. L'odeur était telle que certains officiers sortaient pour respirer. Fenêtres occultées, la lumière ne pénétrait presque pas. Dans la plupart des pièces, des ampoules blafardes brûlaient, ou bien il faisait noir. Il n'y avait presque pas de meubles. Dans plusieurs chambres, de vieux matelas traînaient par terre, sans drap, tachés. Dans les coins, des piles de vêtements s'entassaient, des cartons de déchets, des emballages alimentaires vides. Dans la cuisine, les détectives ont trouvé de la nourriture, mais en quantité très limitée. Quelques boîtes de conserve, des paquets de chips, des biscuits. Presque rien dans le réfrigérateur. Quelques bouteilles d'eau, des restes de quelques produits surgelés. L'un des détectives a ouvert le garde-manger. Il s'y trouvait une grande réserve de sucreries, des tablettes de chocolat, des bonbons, des paquets de pâtisserie. Tout cela était fermé à clé. La clé était chez les parents. Dans le salon, ils ont trouvé des jouets. Beaucoup de jouets. 9, dans leurs emballages. Des poupées Barbie. Des jeux de construction. Des petites voitures. Tout scellé. Jamais ouvert. Mais le plus choquant était l'état de ceux qui vivaient dans cette maison. Les 13 frères et sœurs ont été rassemblés dans une pièce pour un examen préliminaire. Les médecins ont commencé le contrôle. Le premier examiné fut Joshua. Il avait 29 ans selon les papiers. Mais il ressemblait à un adolescent de 14 ans. Taille, environ 150 cm. Poids, un peu plus de 40 kg. Peau pâle, presque transparente. Bras grêles. On voyait tous les os. Le médecin lui a demandé de se lever. Joshua s'est levé avec difficulté. Ses jambes tremblaient. Coordination perturbée. Muscles atrophiés. La suivante fut Jessica. 27 ans. Elle paraissait encore plus jeune que son frère. Taille, 145 cm. Poids, environ 37 kg. Cheveux longs, emmêlés. Sale. Vêtements plusieurs tailles trop grands. Le médecin lui a posé une question simple. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Jessica a regardé ses parents. Puis elle a répondu doucement. « Hier. » Quoi exactement ? Du pain et du beurre de cacahuète. Les détectives ont continué l'interrogatoire. Il s'est avéré que la plupart des 13 ne pouvaient pas dire la date du jour. Ils ne savaient pas en quelle année on était. Certains ne connaissaient pas les noms des mois. L'un des plus jeunes, Julien, 17 ans, à la question « Quelle saison est-ce actuellement ?», a répondu « Je ne sais pas, nous ne sortons pas dehors ». Les médecins ont consigné une dénutrition critique chez tous. Chez la plus jeune, 2 ans, le poids était celui d'un bébé d'1 an. Chez James, 10 ans, celui d'un enfant de 6 ans. Joshua, 29 ans, pesait moins que ce que devrait peser un adolescent de 13 ans de constitution moyenne. Les détectives ont demandé à voir les dents. La plupart présentaient des signes de caries sévères, taches noires, dents cassées, aucun soin dentaire depuis des années. L'un des officiers a posé une question. « Quand êtes-vous allé chez le médecin pour la dernière fois ?»
Personne n'a pu répondre. Louise est intervenue. Nous les soignons à la maison, nous-mêmes. Nous avons tout ce qu'il faut. Les détectives ont inspecté la pharmacie. Il s'y trouvait quelques paquets de paracétamol ordinaire, des bandages, des pansements, aucun médicament sérieux. Ensuite a commencé l'inspection des chambres à coucher. Il y avait 4 chambres dans la maison. Les parents dormaient dans l'une, les 3 autres étaient pour les 13 enfants. Dans la première chambre, 4 matelas gisaient au sol, serrés les uns contre les autres, sans drap, des taches de saleté. Dans la deuxième chambre, le même tableau, 5 matelas au sol. La troisième chambre était fermée à clé. Le détective a demandé la clé. David a dit que la clé était perdue. L'officier a insisté. David est allé quelque part et est revenu 1 minute plus tard avec une clé. Ils ont ouvert la porte. À l'intérieur, 2 lits métalliques, sur chacun, une personne. Les mains enchaînées par de lourdes chaînes au cadre, des cadenas sur les chaînes. Les chaînes étaient courtes, mouvement limité au minimum. Le premier était un garçon de 16 ans environ, James. La chaîne partait de ses poignets vers une barre métallique. Longueur de la chaîne, environ 1 mètre. Il pouvait bouger les mains, mais ne pouvait pas se lever du lit. La seconde était une fille de 14 ans environ, Jennifer. Même situation, chaîne, cadenas, mouvement limité. Le détective s'est approché. Il a demandé « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» James a répondu « Je ne me souviens pas, longtemps. » L'officier a demandé les clés des cadenas. David gardait le silence. Le détective a répété l'exigence. David a sorti un trousseau de clés de sa poche et l'a tendu. Ils ont retiré les chaînes. Des traces restaient sur les poignets. Peau frottée, taches rouges, hématomes. Les médecins ont immédiatement commencé l'examen. Dénutrition critique, atrophie musculaire, déshydratation. Le détective a demandé à David « Pourquoi faisiez-vous cela ?» David a répondu calmement « Il se comporte parfois mal. C'est de la discipline, une mesure temporaire. » L'officier a précisé « À quelle fréquence les enchaîniez-vous » David a haussé les épaules, selon les besoins. Louise a ajouté « C'est pour leur propre sécurité. Ils pourraient se faire du mal. » À ce moment-là, l'un des médecins s'est approché du détective. Il a dit à voix basse « Il faut hospitaliser tout le monde d'urgence. L'état est critique. Surtout pour les plus jeunes et pour ceux qui étaient enchaînés. » Le détective a acquiescé. Il a donné l'ordre de préparer le transport vers l'hôpital. David et Louise continuaient de se tenir dans le couloir, calmes. David essayait même de sourire. Louise regardait les officiers avec une expression d'incompréhension, comme si elle ne comprenait pas pourquoi la réaction était si sérieuse. Mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Chaînes, cadenas, émaciement, insalubrité, isolement. Ce n'était plus simplement de la maltraitance, c'était un système, pensé, qui durait depuis des années. Vers 8h30 du matin, le détective principal sur les lieux a pris la décision de procéder à l'interpellation. David et Louise Turpin ont été priés de se diriger vers les voitures de patrouille. L'officier a lu leurs droits. Tous deux ont écouté calmement, sans objection. David a demandé une seule chose, prendre ses lunettes dans la maison. On l'a autorisé. Il est entré et revenu 1 minute plus tard. Il a mis ses lunettes. Il s'est tenu près de la voiture. Louise a demandé de fermer la maison à clé. Nos affaires sont restées là-dedans. Le détective a répondu « La maison est maintenant une scène de crime. Les objets seront saisis comme preuve. » Elle a acquiescé, sans émotion. Ils ont été placés dans des voitures différentes, procédure standard. Les suspects ne doivent pas communiquer entre eux avant l'interrogatoire. Pendant que les époux étaient préparés pour le transport, les détectives ont commencé un interrogatoire préliminaire directement sur place. L'un des officiers s'est approché de David. Il a posé une question directe. « Depuis combien de temps mainteniez-vous vos fils et filles dans de telles conditions ?» David l'a regardé calmement. Il a réfléchi quelques secondes. Il a répondu « Nous ne les maintenions pas. Nous les éduquions. C'est notre famille, nos méthodes. » L'officier a précisé « Les chaînes sur les lits. C'est aussi une méthode d'éducation. » David a acquiescé. Oui, parfois il faut appliquer des mesures strictes. Ils n'obéissent pas toujours. La discipline est nécessaire. À quelle fréquence les enchaîniez-vous ? Quand c'était nécessaire. Quand ils se comportaient mal. Que signifie mal ? David a haussé les épaules. Il n'obéissait pas. Il faisait du bruit la nuit. Il prenait de la nourriture sans permission. Des choses ordinaires. L'officier notait chaque mot. David parlait d'un ton égal, sans hésitation.
comme s'ils discutaient de quelque chose de tout à fait banal. Et pourquoi ont-ils l'air si émaciés? Ils mangent? C'est juste leur constitution physique, héréditaire. Les 13 ont la même constitution physique héréditaire? David a réfléchi. Eh bien, ils sont frères et sœurs, les gènes. L'officier est passé à la question suivante. Quand vos fils et filles sont-ils allés chez le médecin pour la dernière fois? Il y a longtemps, nous les soignons nous-mêmes, j'ai des connaissances médicales. Quelle est votre formation? Ingénieur, mais j'ai beaucoup lu sur la médecine. Un autre détective s'est approché de Louise. Elle se tenait près de la voiture, les mains derrière le dos, menottée, visage calme. Le détective a demandé « Comment expliquez-vous l'état de vos fils et filles ?» Louise a répondu sans pause « Ils sont en bonne santé, juste maigres. Dans notre famille, tout le monde est comme ça. » Un homme de 29 ans pesant 40 kilos, est-ce une personne en bonne santé? Il a un métabolisme rapide. Et les chaînes dans la chambre? Louise a soupiré, comme si elle était fatiguée d'expliquer l'évidence. C'est une mesure temporaire, quand ils n'obéissent pas. Nous ne pouvons tout de même pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Ils pourraient se faire du mal. Se faire du mal comment? Eh bien manger trop, ou sortir dans la rue sans surveillance. C'est dangereux là-bas. L'officier a noté. Il a demandé ensuite « Pourquoi ne sortent-ils presque jamais de la maison? Nous faisons l'école à la maison. Ils n'ont besoin d'aller nulle part. Tout ce dont ils ont besoin est à la maison. Pourquoi les fenêtres sont-elles occultées? Pour que les voisins ne regardent pas. C'est notre vie privée. » Le détective a terminé l'interrogatoire préliminaire. Louise continuait de rester calme. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas nerveuse. Elle n'essayait pas de se justifier émotionnellement. Les deux époux se comportaient comme si rien d'inhabituel ne s'était produit, comme si la police était venue suite à un quelconque malentendu, et que tout allait bientôt s'éclaircir. David a été placé dans la première voiture, Louise dans la seconde. Tous deux ont été conduits au poste principal du département du shérif du comté de Riverside. Pendant le trajet, David gardait le silence. Il regardait par la fenêtre. L'officier assis à côté de lui racontera plus tard. Il se comportait de manière absolument impassible, comme s'il allait au travail, et non au poste en état d'arrestation. Dans sa voiture, Louise se taisait aussi. Mais à un moment donné, elle a demandé à l'officier « Et quand pourrons-nous rentrer à la maison? Nos affaires sont restées là-bas. » L'officier n'a pas répondu. À 9h15 du matin, les deux voitures sont arrivées au poste. David et Louise ont été conduits par des entrées séparées, placés dans des salles d'interrogatoire différentes. Pendant ce temps, l'inspection se poursuivait dans la maison de Muirwoods Road. Les criminalistes photographiaient chaque pièce. Ils fixaient les preuves, saisissaient les objets. Les 13 frères et sœurs ont été transportés au Corona Regional Medical Center. Là, ils ont été séparés dans différentes chambres. Les examens médicaux ont commencé. Jordan, celle qui avait appelé le 911, a donné son premier entretien détaillé au détective directement à l'hôpital. Elle a raconté ce qui allait choquer les enquêteurs. Une histoire qui ne durait pas depuis des mois, mais depuis des décennies. Un système bâti sur le contrôle total, l'isolement et la peur. Au Corona Regional Medical Center, une opération d'urgence a été déployée. 13 personnes, toutes nécessitant une attention médicale immédiate. Elles ont été placées dans une aile séparée. Secret renforcé. Garde à l'entrée. La presse commençait déjà à se rassembler devant l'entrée principale. L'information sur l'arrestation avait fuité rapidement. Les premiers résultats des examens sont tombés 2 heures plus tard. Le médecin-chef a appelé les détectives et a dit brièvement « Venez, ce que nous avons découvert dépasse le cadre d'un simple épuisement. » L'enquêteur principal est arrivé à l'hôpital vers midi. Le médecin l'a conduit dans un bureau à part et lui a montré les dossiers médicaux. Il a commencé par les plus âgés. Joshua, 29 ans. Taille 152 cm. Poids 41 kg. Indice de masse corporelle critiquement bas. Atrophie musculaire. Bras et jambes si faibles qu'il tient à peine sa cuillère. L'analyse de sang a révélé des carences en vitamines. Déficit en vitamine D, en calcium, en fer. Dents dans un état catastrophique. Caries multiples, plusieurs dents complètement détruites.
Jessica, 27 ans, taille 145 cm, poids 37 kg. État encore pire, peau pâle, presque transparente, on voit toutes les veines. Cheveux ternes, cassants, signe d'une dénutrition prolongée. Fonction cognitive altérée. Répondent aux questions simples avec un temps de retard. Se trompe dans les dates. Ne peut pas se rappeler la séquence des événements. Le médecin est passé au plus jeune. James, 10 ans, poids 26 kg. C'est la norme pour un enfant de 6 ans. Taille en retard de 20 cm par rapport à la norme d'âge. Os fragile. Le médecin a dit « Un coup malheureux et la fracture est garantie ». Joanne, 2 ans, la plus jeune, poids 9 kg. Devrait peser au moins 12. Ne parle pas, émet seulement des sons. Le médecin n'est pas sûr, retard de développement ou simplement personne ne lui a appris à parler. Le détective écoutait et notait. Il a demandé « Y a-t-il des signes de traumatisme physique ?» Le médecin a acquiescé. Sur les corps de plusieurs ont été découvertes d'anciennes cicatrices. Sur les poignets, des traces de chaînes, des érosions profondes qui ont cicatrisé à plusieurs reprises. Sur le dos des 3 aînés, des marques étranges, ressemblant à des traces de coups, mais anciennes, cicatrisées sans aide médicale. Le détective a demandé la permission de leur parler. Le médecin a accepté, mais a prévenu. Certains sont en état de choc. Ils répondent de façon laconique. Ils ont peur. Jordan fut la première à témoigner, celle-là même qui avait appelé le 911. Elle était allongée dans sa chambre, sous perfusion, apport de liquide et de nutriments. Elle parlait bas, mais de façon cohérente. Le détective a posé la question. Depuis combien de temps ces conditions duraient-elles? Jordan a répondu. D'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été comme ça. Raconte plus en détail. Que se passait-il exactement dans la maison? Jordan a commencé à raconter, lentement, avec des pauses. Règle numéro 1. La nourriture. On nous nourrissait 1 fois par jour, parfois 2, mais rarement. La nourriture était toujours la même. Du pain avec du beurre de cacahuète. Parfois des burritos achetés en magasin, surgelés, réchauffés au micro-ondes. Petites portions. Si quelqu'un essayait de prendre de la nourriture sans permission, punition. Enchaîné au lit pendant plusieurs jours, parfois 1 semaine. Il y avait des sucreries dans la maison, beaucoup, mais elles étaient gardées dans le garde-manger sous clé. Parfois les parents les sortaient et les mangeaient devant tout le monde, exprès, pour montrer qu'il y avait des sucreries, mais pas pour eux. Règle numéro 2. L'hygiène. La douche était autorisée 1 fois par an, parfois moins souvent. Jordan se souvient de périodes où elle ne s'est pas lavée pendant plus d'1 an. L'eau était donnée uniquement pour boire. Se laver le visage était interdit. Les vêtements n'étaient pas lavés, on portait les mêmes pendant des mois. Quand les vêtements devenaient vraiment sales, les parents donnaient quelque chose parmi les vieilles affaires, pas à la taille, déchirées. Règle numéro 3. L'isolement. Sortir de la maison interdit. Fenêtres occultées, défense de regarder dehors. Si quelqu'un s'approchait de la fenêtre, punition. On nous envoyait dormir selon un horaire. Le jour, interdiction de dormir. La nuit, seulement à des heures précises. Parfois, les parents réveillaient tout le monde au milieu de la nuit, comme ça, pour vérifier l'obéissance. Règle numéro 4. Le silence. On ne pouvait se parler qu'en chuchotant. Conversation forte, rire, n'importe quel bruit, punition. Jouer était autorisé, mais seulement avec les jouets donnés par les parents. On achetait de nouveaux jouets, mais on ne les donnait pas. On les posait sur les étagères. On disait « c'est pour regarder, pas pour jouer ». Il n'y avait presque pas de livres. On ne nous apprenait pas à lire, à écrire non plus. Louise donnait parfois des leçons, mais c'était des choses simples, des lettres, des chiffres, rien de complexe. Il y avait une télévision, mais on nous permettait de la regarder rarement. Seulement certains films, les parents choisissaient, généralement de vieux dessins animés. Pas d'internet, pas de téléphone, aucun lien avec le monde extérieur. Le détective a demandé « Et comment avez-vous réussi à appeler le 911 ?» Jordan a expliqué. Elle planifiait son évasion depuis plusieurs mois. Elle avait trouvé un vieux téléphone que les parents avaient jeté, mais avaient oublié de détruire. Elle l'avait caché. Elle l'avait chargé sur une prise la nuit, quand tout le monde dormait. Elle avait étudié comment composer le numéro. Elle s'était exercée en secret. Ce matin-là, les parents s'étaient endormis. D'habitude, ils avaient le sommeil léger, mais ce jour-là, profond. Jordan s'est décidée. Elle est sortie par la fenêtre. Elle a couru dans la rue. Elle a appelé. Le détective a tout noté.
Il lui a demandé de se reposer. Il est passé aux autres. Joshua a raconté des choses similaires. Il a ajouté des détails. Ils étaient battus. Pas souvent, mais ils étaient battus. Avec une ceinture, sur le dos, sur les bras. Pour désobéissance, pour avoir tenté de prendre de la nourriture, pour des conversations trop fortes. Jessica s'est souvenue. Un jour, on l'a enchaînée pendant 2 mois. Elle avait tenté de sortir de la chambre la nuit. Elle voulait boire de l'eau. Les parents se sont réveillés. Punition. 2 mois à la chaîne. La nourriture était apportée 1 fois par jour. Les plus jeunes parlaient moins. Ils avaient l'habitude de se taire. Certains ne comprenaient absolument pas ce qui leur arrivait maintenant. L'hôpital, les médecins, les questions, tout cela était pour eux incompréhensible. Au soir, les détectives avaient rassemblé assez d'informations. Le tableau devenait clair. Ce n'était pas juste de la maltraitance, c'était un système, construit sur des années. Chaque aspect de la vie sous contrôle. Nourriture, eau, sommeil, mouvement, communication, tout était régulé par les parents. Les enquêteurs sont retournés au poste. Ils ont commencé à préparer l'acte d'accusation. Ce qu'ils avaient appris à l'hôpital transformait cette affaire en l'une des plus retentissantes des dernières décennies. Au poste du département du shérif, les interrogatoires officiels ont commencé. David Turpin a été placé dans la salle d'interrogatoire numéro 3. Décor standard, table, 3 chaises, caméra dans le coin sous le plafond. Tout est enregistré. Le détective Greg Fellows est entré à 14h20. Il s'est assis en face. Il a allumé le dictaphone. Il a cité la date, l'heure, les noms des personnes présentes. David était assis calmement, main sur la table. Il réajustait ses lunettes périodiquement. Il paraissait posé, même détendu. Fellows a commencé par des questions simples. Nom complet, date de naissance, adresse. David répondait clairement, sans hésitation. Ensuite, ils sont passés au fond. David, parlez-moi de votre famille. David a acquiescé. Il a commencé à raconter d'une voix égale. Nous avons une grande famille, 13 fils et filles. Louise et moi les avons élevés nous-mêmes. Éducation à domicile. Nous voulions leur donner une éducation correcte. Sans influence négative de l'extérieur. Le détective a précisé que signifie influence négative. Les écoles, la télévision, Internet, tout cela influence mal les jeunes. Nous voulions les protéger de cela. Les protéger en les maintenant à l'isolement? David a secoué la tête. Pas l'isolement, juste un environnement contrôlé. Nous leur donnions tout le nécessaire. Nourriture, toit, éducation, amour. Fellows a sorti les photos de la maison. Il les a posées sur la table. Pièces sales, matelas au sol, chaînes sur les lits. Cela fait aussi partie de l'amour? David a regardé les photos, sans émotion. Il a acquiescé. Oui, parfois il faut appliquer des mesures strictes. La discipline est importante, surtout quand ils sont si nombreux. Le détective a désigné la photo avec les chaînes. Vous les enchaîniez au lit, c'est de la discipline? C'est une mesure temporaire, quand ils n'obéissent pas, quand ils enfreignent les règles. Quelles règles? David a commencé à énumérer, calmement, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Ne pas prendre de nourriture sans permission, ne pas faire de bruit, ne pas sortir des chambres sans permission, obéir aux parents. Des règles simples. Dans chaque famille, il y a des règles. Et s'ils les enfreignaient? Nous expliquions. Si cela n'aidait pas, nous appliquions des mesures disciplinaires. On les enchaînait pour un temps, pour qu'ils réfléchissent à leur comportement. Pendant combien de temps? David a haussé les épaules. Ça dépendait de la faute. Parfois un jour, parfois plus longtemps. Le détective a sorti les rapports médicaux. Il a lu à voix haute. Dénutrition critique, atrophie musculaire, carence vitaminique. Comment expliquez-vous cela? David écoutait attentivement. Puis il a répondu. C'est leur constitution physique, la génétique. Louise et moi sommes minces aussi. Ils en ont hérité. Un homme de 29 ans pesant 40 kilos. C'est de la génétique? Oui, il a un métabolisme rapide. Et l'émaciement chez les 13, c'est aussi de la génétique? David a réfléchi. Eh bien, ils sont tout de même frères et sœurs. Les gènes sont les mêmes. Fellows est passé à un autre sujet. La nourriture, le régime. Combien de fois par jour les nourrissiez-vous? 1 à 2 fois. C'est suffisant. J'ai lu que manger voix est meilleur pour la santé.
Ça aide à la concentration. Du pain avec du beurre de cacahuète tous les jours. C'est un régime sain? C'est nourrissant. Il y a des protéines, des glucides, tout ce qu'il faut. Et les légumes? Les fruits? La viande? David a acquiescé. On en donnait parfois, quand on en avait. Le détective a montré la photo du garde-manger, le cadenas sur la porte, à l'intérieur des étagères avec des sucreries. Pourquoi garder la nourriture sous clé? David a répondu sans pause, pour qu'il ne se goinfre pas. Si on laisse le libre accès, ils mangeront tout d'un coup. C'est mauvais pour la santé. Mais vous et votre femme mangiez ces sucreries devant eux? Nous sommes des adultes, nous nous contrôlons. Ils n'ont pas encore appris. Phélos s'est adossé à sa chaise. Il a regardé David attentivement. David, comprenez-vous que vos fils et filles sont à l'hôpital? Leur état est critique. Les médecins disent « encore un peu » et les conséquences auraient été irréversibles. David a acquiescé. Oui, j'ai entendu, mais ils exagèrent. Nos fils et filles sont en bonne santé. C'est juste que les médecins ne connaissent pas notre famille. Ils ne comprennent pas notre mode de vie. Un mode de vie où les gens ne sortent pas dans la rue pendant des années? Ils n'ont pas besoin de sortir, tout le nécessaire est à la maison. Une douche par an, c'est aussi nécessaire? David a réfléchi. Nous économisions l'eau. Les factures d'eau sont élevées, il fallait économiser. Le détective a sorti les relevés bancaires. Le salaire de David, bon, stable, il y avait de l'argent. Vous aviez des moyens. Pourquoi ne pas les dépenser pour des conditions normales? David a regardé les relevés. Il a haussé les épaules. Nous dépensions pour l'important, pour les voyages, à Disneyland, à Vegas, les événements familiaux. Des voyages une fois par an, mais pas de nourriture ni d'hygiène quotidienne? Les voyages sont importants pour les liens familiaux. Phélos a fait une pause. Il a laissé le silence s'installer dans la pièce, puis il a demandé directement. « David, comprenez-vous que ce que vous décrivez est un crime? Maltraitance, séquestration de personnes dans des conditions inhumaines. » David a secoué la tête, calmement, avec assurance. « Non, ce n'est pas un crime, c'est de l'éducation. Nous aimons nos fils et filles. Tout ce que nous faisions était pour leur bien, pour qu'ils grandissent correctement, obéissants, disciplinés. Vous considérez que vous avez agi correctement? Oui, absolument. Regrettez-vous quelque chose? David a réfléchi, longtemps. Puis il a répondu « Je regrette que Jordan ait appelé la police. C'était mal de sa part. Elle a rompu la confiance familiale. » Le détective a terminé l'interrogatoire à 16h45. Il a éteint le dictaphone. Il est sorti de la pièce. Dans le couloir, le procureur l'attendait. Il a demandé « Alors ?» Phélos a secoué la tête. Il est absolument convaincu d'avoir raison. Pas une once de remords. Il pense avoir tout fait par amour. L'enregistrement vidéo de l'interrogatoire deviendra plus tard une preuve clé au tribunal. Le calme de David, ses explications rationnelles pour des actes monstrueux. L'absence totale de compréhension de l'ampleur de ce qu'il avait fait, tout cela montrera au juré non seulement un criminel, mais un homme qui avait construit toute une philosophie pour justifier la cruauté. Pendant que les interrogatoires se déroulaient, les criminalistes poursuivaient leur travail dans la maison au 160 Muirwoods Road. La perquisition a duré 3 jours. Chaque pièce, chaque coin, chaque placard. Ils ont tout photographié, saisi les objets comme preuve. Le 2e jour, le 16 janvier, l'un des criminalistes inspectait la chambre du fond, celle-là même où on avait trouvé les enfants enchaînés au lit. Il a regardé sous l'un des matelas. Il s'y trouvait une pile de cahiers, des cahiers d'écoliers ordinaires, fins, usés. Le criminaliste les a sortis, a ouvert le premier. À l'intérieur, du texte, une écriture enfantine, irrégulière, au crayon. Les notes étaient datées. Il a appelé l'enquêteur principal. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas 1 ou 2 cahiers. Il y en avait des dizaines, cachés dans différents endroits, sous les matelas, derrière les armoires, dans des cartons sous les vêtements. Au total, ils ont trouvé plus de 100 cahiers. C'étaient des journaux intimes. Les 13 frères et sœurs tenaient des notes, pendant des années, en secret des parents. Ils fixaient tout ce qui se passait dans la maison. Les enquêteurs ont commencé à lire, et ce qu'ils ont découvert dans ces cahiers a transformé l'affaire d'une catégorie de maltraitance en quelque chose de bien plus vaste. Le premier journal appartenait à Jordan.
Les notes commençaient en 2015. Elle avait alors 14 ans. Première note, aujourd'hui maman n'a encore pas donné de nourriture. Elle a dit que nous nous étions mal comportés. J'ai faim, très faim. Note suivante, une semaine plus tard, papa a enchaîné Joshua au lit. Il a essayé de prendre du pain cette nuit. Maman a vu. Papa a dit qu'il resterait là 3 jours. Encore un mois plus tard, on ne nous a pas laissé aller aux toilettes de toute la journée. Maman a dit que c'était la punition pour le bruit. Nous n'avons pas fait de bruit. Nous parlions juste. Les notes étaient courtes, des phrases simples, mais elles fixaient des dates concrètes, des événements concrets, des punitions concrètes. Les détectives sont passés aux autres journaux. Le journal de Joshua, note depuis 2013, il avait 24 ans. 15 mars, enchaîné encore, je ne sais pas pourquoi. Maman a dit que je me comportais mal. Je ne comprends pas, je n'ai rien fait. 2 avril, déjà 3 semaines à la chaîne. Je veux me lever. Mes jambes sont engourdies. Maman apporte de la nourriture 1 fois par jour. Pain, eau. 10 mai, enfin libéré. Je ne peux pas marcher. Mes jambes ne me tiennent pas. Je dois réapprendre. Le journal de Jessica, note depuis 2014. Aujourd'hui, maman nous a montré un gâteau. Elle a dit qu'il était pour nous, mais elle ne l'a pas donné. Elle l'a mis dans le frigo, sous clé. Elle a dit « On verra comment vous vous comportez ». 1 semaine a passé. Les parents ont mangé le gâteau. Devant nous, nous regardions. Maman souriait. Les détectives ont continué de lire. Avec chaque cahier, le tableau devenait plus clair. Ce n'était pas juste un système de punition. C'était un schéma méthodique et pensé de soumission. L'un des journaux contenait des notes sur le planning de nourriture. L'auteur, Julian, 17 ans, consignait chaque repas. Janvier, nourriture 12 fois dans le mois, pain et beurre 8 fois, burritos 3 fois, soupe 1 fois. Février, nourriture 10 fois dans le mois, pain et beurre 7 fois, burritos 2 fois, rien 1 fois. Il a tenu ce décompte pendant 2 ans, en détail, avec précision. Un autre journal décrivait les punitions. L'auteur, Jennifer, 19 ans. Liste de ce pourquoi on nous punit. Parler fort, rire, prendre de la nourriture, s'approcher de la fenêtre, se lever du lit sans permission, demander de l'eau, demander les toilettes, jouer trop longtemps, ne pas obéir tout de suite, poser des questions. Plus bas se trouvait la liste des punitions. Enchaîner au lit, ne pas donner de nourriture, ne pas laisser aller aux toilettes, battre avec la ceinture, mettre au coin toute la journée, enfermer dans une pièce sombre. Chaque punition était détaillée, avec des dates, avec des noms. Les criminalistes ont trouvé une autre catégorie de notes. C'étaient des tentatives de tenir le compte du temps. Certains ne savaient pas quelle année il était. Ils ne voyaient pas de calendrier. Ils ne sortaient pas. C'est pourquoi ils essayaient de compter par eux-mêmes. L'un des journaux contenait des encoches, juste des lignes, des centaines de lignes. L'auteur comptait les jours. Il barrait chaque jour vécu. Pourquoi? Ce n'est pas clair. Peut-être pour ne pas perdre la sensation du temps. Les détectives ont transmis tous les journaux à des experts. Les graphologues ont confirmé l'écriture appartenait à différentes personnes. Il y avait au moins 8 auteurs. Les notes étaient authentiques. Des experts psychologues ont étudié le contenu. Ils ont conclu les notes reflètent un état de stress prolongé, de peur, d'impuissance. Les auteurs consignaient les événements comme un moyen de faire face à la situation. Les journaux étaient la seule forme de contrôle qu'ils pouvaient avoir. Les enquêteurs ont comparé les notes avec les témoignages de l'hôpital. Tout concordait. Date, événements, détails. Par exemple, Jordan a raconté à l'hôpital que Joshua avait été enchaîné en mars 2013. Dans son journal, une note du 15 mars 2013, enchaîné encore. Jessica a raconté l'histoire du gâteau que les parents avaient mangé devant eux. Dans son journal, la même histoire avec une date précise. Le procureur, après avoir étudié les journaux, a dit aux détectives « C'est la preuve la plus forte que j'ai vue dans toute ma carrière. Ils ont documenté eux-mêmes chaque crime, année après année. » Les journaux réfutaient totalement les témoignages de David et Louise. Ceux-ci affirmaient qu'ils nourrissaient normalement. Les journaux montraient, 1 fois par jour, parfois moins. Ils affirmaient que les punitions étaient rares. Les journaux enregistraient des dizaines de cas par mois. Sur la base de ces écrits, le parquet a commencé à établir une chronologie des crimes. Chaque note se transformait en un point d'accusation distinct.
chaque date en une preuve du caractère systémique. Les journaux n'étaient plus seulement une preuve, ils sont devenus la voix de ceux qu'on avait forcés au silence pendant des années. Le parquet a ordonné une expertise psychiatrique des deux suspects. C'est une procédure standard dans les affaires de cette ampleur. Il fallait comprendre, ont-ils agi consciemment? Comprenaient-ils les conséquences? Y a-t-il des troubles psychiatriques influençant leur responsabilité pénale? L'expertise a été menée par deux spécialistes, le docteur Michael Kendall, psychiatre avec 20 ans d'expérience, et la docteure Sarah Mitchell, psychologue clinicienne, spécialiste des troubles de la personnalité. Ils ont travaillé séparément avec chacun. Série d'entretiens, tests psychologiques, analyse du comportement. David Turpin fut le premier examiné. Kendall a passé avec lui 6 sessions de 2 heures. David acceptait tout volontiers. Il parlait calmement, répondait aux questions en détail. Après la 3e session, Kendall a tiré des conclusions préliminaires. Il a écrit dans son rapport « Le patient manifeste des signes classiques de troubles de la personnalité narcissique, sans exagérer de sa propre importance, besoin de contrôle, absence d'empathie. » David, dans les entretiens, revenait constamment au même sujet. Il savait comment faire correctement. Il comprenait ce qu'il fallait à sa famille. Les autres ne comprenaient simplement pas ses méthodes. Kendall posait des questions directes. « Réalisez-vous que vous avez causé des souffrances ?» David répondait « Je n'ai pas causé de souffrance, j'ai éduqué. Ce sont 2 choses différentes. » Voyez-vous la différence entre éducation et maltraitance? La maltraitance, c'est quand on fait quelque chose par colère. J'ai tout fait par amour, avec des objectifs corrects. Kendall continuait de creuser. David a parlé de son enfance. Son père était strict. Il appliquait des punitions physiques. David considérait cela comme normal. Il a fait de moi un homme. Je voulais faire la même chose pour mes fils et mes filles. Mais votre père ne vous enchaînait pas au lit? Non, mais les temps changent. Aujourd'hui, les jeunes sont plus désobéissants. Il faut des méthodes plus strictes. Kendall a noté un autre schéma important, des éléments sadiques. David décrivait les punitions sans émotion, mais parfois, des détails glissaient, indiquant qu'il tirait une satisfaction du processus. Par exemple, en parlant du garde-manger avec les sucreries, David a dit « Je leur montrais exprès la nourriture, pour qu'ils comprennent ce qu'ils pouvaient obtenir s'ils obéissaient. C'est de la motivation. » La psychologue a précisé « Vous mangiez les sucreries devant eux ?» Oui, pour qu'ils voient. Cela fait partie du système de récompense et de punition. Cela vous plaisait de le faire? David a réfléchi, puis avec prudence « Plaire n'est pas le mot, mais je sentais que je faisais ce qu'il fallait. » Dans sa conclusion finale, Kendall a écrit « David Turpin souffre d'un trouble de la personnalité narcissique avec des traits sadiques marqués. Il a créé un système où il avait un contrôle absolu sur d'autres êtres humains. Ce contrôle lui donnait un sentiment d'importance et de pouvoir qu'il ne pouvait obtenir dans d'autres sphères de la vie. Parallèlement, il est pleinement responsable de ses actes. Il comprenait leurs conséquences illégales, mais se considérait au-dessus des lois en raison de la conviction de la justesse de ses méthodes. » Puis vint le tour de Louise Turpin. Mitchell a passé 8 sessions avec elle. Louise était plus ouverte, elle pleurait parfois, mais non par remords, plutôt à cause de la situation dans laquelle elle se trouvait. Mitchell a rapidement identifié le schéma principal, un trouble de la personnalité dépendante. Louise, dans chaque réponse, se référait à son mari. David a décidé ainsi. David a dit que c'était correct. Je suivais juste ses instructions. Mitchell a demandé « N'avez-vous jamais douté de ses méthodes ?» Louise a répondu « J'ai douté, parfois, mais David est plus intelligent, il sait mieux, je devais lui faire confiance. » Et quand vous voyez que vos fils et filles n'allaient pas bien, qu'ils mouraient de faim, David disait que c'était temporaire, qu'ils s'habitueraient, que c'était pour leur propre bien. Participiez-vous vous-même aux punitions? Louisa acquiesçait. Oui. David disait qu'il le fallait. J'aidais. Vous les enchaîniez au lit? David les enchaînait. J'apportais la nourriture. Mitchell a creusé plus loin. Il s'est avéré que Louise avait rencontré David quand elle avait 16 ans. Il avait quelques années de plus. Ils s'étaient mariés rapidement. Depuis lors, elle dépendait totalement de lui, financièrement, émotionnellement, pour toutes les décisions. Mitchell a posé une question. Si David avait dit d'arrêter, auriez-vous arrêté? Louise, sans hésitation. Bien sûr, je ne faisais que ce qu'il disait. Dans sa conclusion, Mitchell a écrit « Louise Turpin manifeste un trouble de la personnalité dépendante, codépendance pathologique envers son mari.
incapacité à prendre des décisions autonomes. Parallèlement, elle est pleinement responsable et comprenait le caractère illégal de ses actes. Sa motivation est la préservation de la relation avec son mari à tout prix. Elle participait au système de maltraitance non par sadisme, mais par peur de perdre le contrôle sur la seule relation qu'elle possédait. Les deux experts se sont rencontrés pour discuter du tableau général. Kendall a dit « Il fonctionnait comme un système. David est l'architecte. Il a créé les règles, contrôlé l'exécution, tiré une satisfaction du pouvoir. Louise est l'exécutante. Elle réalisait ses instructions, ne posait pas de questions. » Mitchell a ajouté « Un couple pathologique classique, le narcissique dominant et le partenaire dépendant. Ensemble, ils ont créé un environnement où la maltraitance est devenue la norme, un système qui a existé pendant des années précisément parce que les deux y trouvaient leur compte. David, le pouvoir et le contrôle, Louise, la stabilité de la relation avec son mari. La conclusion finale des experts a servi de base à l'accusation. Conclusion principale, ce n'était pas spontané. Ce n'était pas le résultat d'un trouble psychiatrique réduisant la responsabilité pénale. C'était un système conscient, méthodique, de soumission, bâti sur le besoin pathologique d'un homme pour le pouvoir absolu et l'incapacité de l'autre à s'y opposer. Les enquêteurs ont été confrontés à une question logique. Comment cela a-t-il pu durer si longtemps? David travaillait. Il y avait des voisins, des parents. Quelqu'un aurait dû remarquer. Les détectives ont commencé les interrogatoires de tous ceux qui avaient contacté la famille Turpin. Babor, les parents de David. Ils vivaient en Virginie occidentale. Au téléphone, le père a dit « Nous n'avons pas communiqué ces dernières années. David appelait une fois par an. Il disait que tout allait bien. Avez-vous vu les petits-enfants? Il y a longtemps, il y a 10 ans environ, ils étaient venus pour une journée. Ils étaient tous maigres, mais nous avons pensé, famille nombreuse, peut-être qu'il n'y a pas assez de nourriture. » La sœur de David a raconté des choses similaires. Il a toujours été renfermé. Après son mariage, il a complètement cessé de communiquer. Ces dernières années, c'était le silence. La mère de Louise, Phyllis, vivait au Texas. Les détectives sont venus personnellement. Elle a dit « Louise a toujours été attachée à David, depuis ses 16 ans. Quand ils se sont mariés, elle s'est éloignée de la famille. Avez-vous vu vos petits-enfants? Quelquefois, de loin. Louise montrait des photos. Elle disait que tout le monde était en bonne santé, qu'ils étudiaient à la maison. Le frère de Louise ne communiquait absolument pas avec sa sœur. Elle a appelé une fois il y a 5 ans. Elle a demandé de l'argent pour de la nourriture. J'ai été surpris. David travaille pourtant. Elle a répondu quelque chose de confus et a raccroché. Aucun des parents ne connaissait la réalité de la situation. Tous ne voyaient que les photos de Disneyland et de rares rencontres brèves. Les enquêteurs sont passés aux voisins. Ils ont interrogé tout le monde sur Muir Woods Road. La plupart disaient la même chose. On ne voyait presque pas la famille. Les fenêtres étaient occultées. La camionnette partait de nuit, revenait au petit matin. Une voisine s'est souvenue. Je les ai vus tous une fois dans la cour, en journée. Ils se tenaient en rang, habillés pareil. Les parents disaient quelque chose. Puis ils sont entrés dans la maison. Les détectives ont vérifié les registres d'appels dans la police. Ils en ont trouvé 2. 2011, bruit nocturne. Les officiers ont noté, les plus jeunes faisaient du bruit. Aucune infraction constatée. 2013, un appel anonyme. Quelqu'un signalait une possible maltraitance. Le service de protection est venu. Protocole, maison propre, famille calme, documents sur l'éducation à domicile en règle. Les enquêteurs ont approfondi le thème de l'éducation à domicile. Comment les Turpin élitaient-ils les contrôles? Il s'est avéré qu'en Californie, c'est légal. Les parents peuvent enseigner eux-mêmes. Ils peuvent enregistrer une école privée. David et Louise l'avaient fait en 2011. Sandcastle Day School, école privée à domicile. Louise directrice, David directeur adjoint. Les 13 enfants étaient les élèves. Les détectives ont demandé les documents. Enregistrement, programme d'études, rapport de résultats. Tout était rempli, tout était légal. Mais en Californie, les écoles privées à domicile ne requièrent pas d'inspections obligatoires. Les parents déposent les documents. L'État enregistre. Personne ne vient vérifier les conditions. Le système repose sur la confiance. Autre point. David travaillait chez Northrop Grumman, une entreprise de défense. Il avait été contrôlé lors de son embauche. L'enquête de sécurité avait montré passé criminel vierge, finances stables, habilitation obtenue. Mais le contrôle n'avait lieu qu'au moment de l'embauche. Ensuite, tous les 5 ans, superficiellement.
Personne ne vérifiait ce qu'il se passait chez lui. Au travail, David était exemplaire. Ses collègues le décrivaient comme un homme tranquille qui reste dans son coin. L'un d'eux a dit « Je ne savais pas qu'il avait autant de fils et de filles. Il n'a jamais parlé de sa famille. » L'enquête a montré les Turpin existaient dans un isolement parfait, école légalement enregistrée, rare contact avec la parenté, minimum de communication avec les voisins, travail sans activité sociale. Le système leur a permis de cacher ce qu'il se passait pendant des années, non à cause de complices, simplement à cause de la façon dont les lois sont faites. Les détectives ont écarté la version des complices. David et Louise agissaient seuls. Ils utilisaient les failles, et le système n'a pas pu les arrêter jusqu'à ce que Jordan se décide à s'enfuir. Les enquêteurs ont décidé de creuser plus profond. Étudier l'histoire de la famille avant la Californie. Les détectives ont remonté tous les registres disponibles. Adresse, lieu de travail, documents financiers, dossiers judiciaires. Le tableau fut inattendu. La famille Turpin déménageait constamment. Une nouvelle adresse tous les 3 ou 4 ans. 1988. Mariage à Princeton, Virginie-Occidentale. David a 24 ans, Louise a 16 ans. Elle a quitté l'école pour se marier. 1989. Naissance du premier fils. Déménagement au Texas, Fort Worth. 1991. Naissance du deuxième. Un autre déménagement au sein du Texas, Rio Vista. Les détectives ont contacté le département du shérif du comté de Johnson, Texas. Ils ont demandé de vérifier les registres. Ils ont trouvé l'adresse où les Turpin ont vécu de 2003 à 2010. 2 détectives se sont envolés pour le Texas. Ils ont commencé à interroger les anciens voisins. Le premier témoin, Cathy Diamond, habitait en face de chez les Turpin. « Je me souviens de cette famille. Ils étaient bizarres, très bizarres. La maison toujours fermée, les fenêtres occultées. Je n'ai jamais vu personne sortir en journée. Avez-vous vu leur fils et leur fille ? Quelquefois, de nuit. Ils sortaient tous en même temps. Ils montaient dans une camionnette et partaient. Ils revenaient au petit matin. J'ai demandé à une voisine, c'est quoi cette famille ? Elle m'a dit, je ne sais pas, mais ils ne sont pas normaux. Un autre voisin, James Holloway, a donné plus de détails. Un jour, en journée, j'en ai vu plusieurs dans la cour. Ils creusaient des trous. Pourquoi ? Je n'ai pas compris. J'ai dit bonjour par-dessus la clôture, ils m'ont regardé et sont vite rentrés dans la maison. Je ne les ai plus revus pendant des mois. De quoi avaient-ils l'air ? Maigres, très maigres, pâles, cheveux longs, mal soignés, habillés bizarrement, de vieilles fringues pas à leur taille. J'ai pensé alors, peut-être qu'ils font partie d'une communauté religieuse. Les détectives ont trouvé un autre témoin, Teresa Robbins. Elle travaillait dans l'épicerie locale. Louise venait faire les courses, toujours seule. Elle achetait peu. Du pain, du beurre de cacahuètes, des conserves bon marché, parfois des burritos surgelés. Je me demandais, comment elle nourrit autant de monde avec ses produits ? Mais ce n'était pas mes affaires. Les détectives ont remonté les dossiers financiers. Il s'est avéré que les Turpin s'étaient déclarés 2 fois en faillite. La première fois en 2008, dette de plus de 100 000 $, crédits non remboursés, factures de service public, factures médicales jamais payées. La seconde fois en 2011, déjà en Californie, dette encore plus importante, près de 150 000 $. Pourtant, David travaillait. Le salaire était bon, stable. Où passait l'argent ? Les détectives ont analysé les relevés bancaires sur plusieurs années. Ils ont découvert des dépenses pour des voyages. Disneyland plusieurs fois. Las Vegas régulièrement. Hôtel, restaurant, souvenirs. Mais pratiquement 0 dépense pour la nourriture à la maison, pour les vêtements, pour la médecine, pour l'éducation. L'un des détectives a dit « Ils dépensaient pour l'apparence de la prospérité. Les photos de Disneyland leur coûtaient de l'argent, mais la nourriture pour leurs propres fils et filles, non. » Les enquêteurs ont continué de fouiller. Ils ont trouvé des traces d'appel à la police au Texas. 2004. Les voisins se plaignaient du bruit nocturne. La police est venue. David a expliqué « Les jeunes s'amusent. Les officiers sont partis. » 2006. Un appel anonyme. Quelqu'un signalait une possible maltraitance dans la maison. Le service de protection est venu. Ils ont inspecté la maison. Noté dans le protocole, la famille pratique l'éducation à domicile. Aucune infraction constatée. Le même schéma qu'en Californie. David savait comment répondre, que montrer, comment paraître convaincant. Les détectives ont trouvé un autre détail. Au Texas, les Turpin avaient aussi enregistré une école privée. Elle s'appelait pareil,
Sandcastle Day School. Le même système, les mêmes rapports, aucune inspection réelle. L'un des enquêteurs a contacté le département de l'éducation du Texas. Il a demandé « Comment est-ce possible ?» Le fonctionnaire a répondu « Les lois sur l'enseignement à domicile au Texas sont encore plus souples qu'en Californie. Les parents nous informent simplement de leur intention d'enseigner eux-mêmes. » Nous les enregistrons. Aucun contrôle n'est requis. C'est un système basé sur la confiance. Les détectives sont retournés en Californie avec un dossier complet. Ils l'ont présenté au procureur. La conclusion était évidente. Ce qui avait été découvert dans la maison de Muir Woods Road n'était pas un hasard. Ce n'était pas le résultat du stress des dernières années. C'était un système qui existait depuis au moins 15 ans. Peut-être plus longtemps. Les déménagements fréquents permettaient d'éviter une attention soutenue. Dès qu'il commençait à éveiller des soupçons dans un endroit, il déménageait ailleurs. L'isolement, la faim, le contrôle, tout cela était pratiqué depuis des décennies. La maison de Californie n'était que le point final, l'endroit où le système avait atteint son apogée, et l'endroit où il s'était enfin effondré, grâce à la détermination de Jordan. 20 janvier 2018. La détective Sarah Mitchell est retournée voir Louise Turpin pour un second interrogatoire. Cette fois, elle avait un dossier, épais. À l'intérieur, des copies des journaux intimes trouvés dans la maison. Louise était assise à table, les mains croisées sur les genoux. Elle paraissait calme, même un peu détendue. Elle pensait toujours que la situation se résoudrait. Mitchell s'est assise en face d'elle. Elle a posé le dossier sur la table. Elle a allumé le dictaphone. « Louise, je veux vous montrer quelque chose. Cela a été trouvé dans votre maison. » Elle a ouvert le dossier. Elle a sorti la première page, une copie d'une entrée du journal de Jordan. Mitchell a commencé à lire à haute voix. 15 mars 2016. Maman ne m'a encore pas donné à manger. Elle a dit que nous nous étions mal conduits. J'ai faim. J'ai très faim. Louise a regardé la page. Son visage n'a pas changé. Mitchell a continué. Elle a sorti la page suivante. Le journal de Joshua. 2 avril 2013. Déjà 3 semaines à la chaîne. Je veux me lever. Mes jambes sont engourdies. Maman apporte de la nourriture 1 fois par jour. Du pain. De l'eau. Louise a cligné des yeux. Elle restait toujours silencieuse. Mitchell ne s'arrêtait pas. Elle feuilletait le dossier. Elle lisait extrait après extrait. Le journal de Jessica. Maman a montré un gâteau. Elle ne nous en a pas donné. Elle l'a mis dans le réfrigérateur sous clé. Le journal de Julianne. Jantier. De la nourriture 12 fois dans le mois. Le journal de Jennifer. Liste des choses pour lesquelles nous sommes punis. Parler fort, rire, prendre de la nourriture, s'approcher de la fenêtre. Mitchell a lu plus de 10 entrées, lentement, distinctement, en laissant chaque mot s'imprégner. L'expression de Louise a commencé à changer. Le calme disparaissait, une tension apparaissait. Elle a commencé à s'agiter sur sa chaise. Mitchell a fini de lire et a regardé Louise. Ce sont les voix de vos fils et de vos filles. Ils ont écrit cela pendant des années. Ils vous le cachaient. Ils consignaient chaque jour, chaque punition. Chaque fois que vous ne leur donniez pas à manger. Louise se taisait. Elle regardait la table. Mitchell a poursuivi. Louise, vous m'avez dit que tout était normal, que vous les nourrissiez suffisamment, que les punitions étaient rares. Mais ce qui est écrit ici dit autre chose, avec leurs propres mots. Louise a levé les yeux. Ils étaient humides. Elle a commencé à pleurer, silencieusement, sans un bruit. Mitchell n'a laissé 1 minute. Puis elle a demandé doucement. « Est-ce vrai? Ce qui est écrit ici est-il vrai ?» Louise a acquiescé. Lentement. « Oui. » Le premier aveu. Mitchell s'est penché en avant. « Racontez-moi. Comment cela se passait-il » Louise a essuyé ses yeux avec sa manche. Elle a commencé à parler. Sa voix tremblait. « Ce n'est pas moi. C'est David. C'est lui qui décidait de tout. Je faisais juste ce qu'il disait. » Mitchell ne l'interrompait pas. Elle la laissait parler. Il disait qu'il fallait les contrôler, qu'ils mangeaient trop, qu'ils faisaient trop de bruit, qu'il fallait de la discipline. J'ai accepté. Pourquoi avez-vous accepté ? Louise a regardé la détective.
Parce que j'avais peur. Peur de le perdre. Il est le seul que j'ai. Si je n'obéissais pas, il partait pendant plusieurs jours. Il ne le parlait plus. C'était affreux. Mitchell notait tout. Puis elle a posé la question suivante. Qui les enchaînait au lit? David. C'est lui qui les enchaînait. Moi, j'apportais seulement la nourriture. À quelle fréquence? Louise a hésité. Souvent. Plusieurs fois par mois. Parfois plus souvent. Pendant combien de temps? Des jours. Parfois des semaines. David décidait. Et la nourriture? Combien de fois par jour les nourrissiez-vous? Louise a baissé la tête. Une fois par jour. Parfois on sautait un jour. Pourquoi? David disait que comme ça, ils apprendraient à apprécier la nourriture, qu'ils ne feraient pas de caprices. Mitchell a sorti une autre page, une note du journal racontant comment les parents mangeaient des sucreries devant tout le monde. Elle l'a lue à haute voix. Louise écoutait et pleurait de plus belle. Est-ce vrai? Louise a acquiescé. Oui. David disait que nous devions montrer qu'un bon comportement apporte des récompenses et un mauvais non. Y participiez-vous vous-même? Une longue pause. Puis à voix basse, oui. Je mangeais devant eux. David voulait que je montre mon unité avec lui. Mitchell est passé à un autre sujet, l'hygiène. Une douche par an. C'est aussi vrai? Louise a acquiescé. David disait qu'il fallait économiser l'eau. Les factures étaient élevées. Mais vous et David, vous laviez régulièrement? Oui. Pourquoi eux ne le pouvaient-ils pas? David disait qu'ils devaient le mériter, par un bon comportement. Mitchell a posé encore quelques pages sur la table, des notes sur les coups, sur les chambres verrouillées, sur l'interdiction de sortir. Elle l'a tout lu. Louise écoutait et acquiesçait après chaque paragraphe. Oui, c'était ça. Oui, nous l'avons fait. Oui, j'ai participé. Mitchell s'est arrêtée. Elle a regardé longuement Louise. Puis, elle a demandé directement. Louise, comprenez-vous que ce que vous décrivez n'est pas de l'éducation? C'est de la maltraitance systématique. C'est un crime. Louise s'est mise à pleurer encore plus fort. Sa voix s'est brisée. Je sais, je l'ai toujours su, mais je ne pouvais pas m'arrêter. David, il contrôlait tout. J'avais peur de lui, peur de rester seule. Vous auriez pu appeler la police, les services de protection, des proches? Je ne pouvais pas. David surveillait tout. Il savait toujours où j'étais, ce que je faisais, à qui je parlais. Si j'avais appelé, il l'aurait su. Mitchell a fait une pause. Elle a laissé Louise se calmer. Puis elle a posé la dernière question de la session. Regrettez-vous ce qui s'est passé? Louise a acquiescé, à travers ses larmes. Oui, chaque jour, je voulais être une bonne mère, mais je n'ai pas pu. Je suis faible. J'ai toujours été faible. Mitchell a éteint le dictaphone. L'interrogatoire s'est terminé à 16h20. Elle est sortie de la pièce. Le procureur l'attendait dans le couloir. Il a demandé « Alors ?» Mitchell lui a remis les enregistrements. Aveu partiel. Elle rejette tout sur son mari, mais elle confirme les faits. La faim, les chaînes, l'isolement, tout. Le procureur a acquiescé. C'est suffisant. Avec les journaux intimes et les rapports médicaux, nous avons un dossier complet. Le témoignage de Louise est devenu un autre élément clé de l'accusation. Ses tentatives de rejeter la faute sur son mari n'ont pas fonctionné. Elle a elle-même reconnu sa participation à chaque aspect du système. Et maintenant, tous deux, David et Louise, faisaient face à la justice avec des accusations tout aussi graves. 22 février 2019, palais de justice du comté de Riverside. David et Louise Turpin étaient assis à la table de la défense, tous deux en tenue de prisonniers, menottes aux poignets, garde sur les côtés. La salle était comble, des journalistes, des représentants des services sociaux, quelques proches des victimes. Les places manquaient, les gens se tenaient dans les allées. Le procureur Mike Estrin s'est levé, il a commencé à présenter les preuves. Votre honneur, je souhaite diffuser un enregistrement. Il s'agit de l'appel au 911 passé le matin du 14 janvier 2018. Le juge a acquiescé. Poursuivez. Le technicien a lancé l'audio. La salle a fait silence. D'abord, la voix du répartiteur, calme, professionnelle. Service de secours, comment puis-je vous aider? Puis une autre voix, jeune, faible, tremblante. Je me suis enfui de chez moi.
de la maison de mes parents. L'enregistrement a duré 4 minutes. Toute la conversation de Jordan avec le répartiteur, chaque mot, chaque pause. Mes frères et sœurs sont actuellement dans la maison. 2 d'entre eux sont enchaînés. Un silence absolu régnait dans la salle. Seule la voix sortait des haut-parleurs. Je ne connais pas l'adresse. Je ne sais pas où je suis. Certaines personnes dans la salle ont commencé à s'essuyer les yeux. Les journalistes écrivaient sans s'arrêter. Dalyde et Louise restaient immobiles. Ils regardaient la table. Ils ne levaient pas les yeux. L'enregistrement s'est terminé. Estrine a laissé 1 minute de silence à la salle. Puis, il a continué. Maintenant, je veux montrer les preuves matérielles. Des photographies prises dans la maison des prévenus le 14 janvier 2018. La première image est apparue sur le grand écran. Le couloir de la maison. Sombre, sale, des affaires jonchant le sol. Photo suivante. Une chambre, des matelas au sol, sans drap, des taches. Encore une autre. La cuisine. Un réfrigérateur presque vide. Quelques boîtes de conserve. Rien de frais. Estrine ne commentait pas. Il montrait simplement. Il laissait les jurés regarder. Série de photos suivantes. La pièce avec les chaînes. Des lits métalliques. Des chaînes lourdes avec des verrous. Des cadenas. Sur une photo, on voyait des marques sur les poignets. Des rougeurs. Des ecchymoses. La salle s'est figée. Même les journalistes ont cessé d'écrire. Ils regardaient simplement. Estrine a changé de diapositive. Maintenant, des photos médicales, prises à l'hôpital. Des personnes allongées sur des lits d'hôpital, émaciées, pâles. On voyait tous les os. Les bras fins comme des brindilles, les visages épuisés. Légende sous les photos, Joshua, 29 ans, poids 41 kg, Jessica, 27 ans, poids 37 kg. Le procureur a laissé à la salle le temps d'examiner chaque photo. Il ne se pressait pas. Il restait silencieux. Puis, il a changé de présentation. Une nouvelle série d'images. Maintenant, des photos totalement différentes, éclatantes, en couleur. La famille Turpin à Disneyland. Tous sourient. T-shirt identique. En arrière-plan, le château de la Belle au bois dormant. La suivante, Las Vegas. Une chapelle de mariage. Les parents au centre. Autour d'eux, les 13 enfants. Les filles en robe violette, les garçons en costume. Des sourires. Autre photo. Une fête de famille à la maison. Un gâteau, des bougies, tous à table. Ils ont l'air heureux. Estrine a lancé les 2 présentations simultanément. Il a divisé l'écran. À gauche, les photos de la maison. À droite, les photos des réseaux sociaux. Le contraste était choquant. 2 réalités différentes. L'une pour le public, l'autre, la vraie. À gauche, la saleté, les chaînes, l'émaciation. À droite, les sourires, les fêtes, la famille idéale. Estrine a enfin pris la parole. Voici l'image publique de la famille Turpin. Ce qu'il montrait au monde. Les voyages à Disneyland, les fêtes de famille, les visages heureux. Pause, il a désigné la partie gauche de l'écran. Et voici la réalité. Ce qui se cachait derrière les portes closes. Pendant des années. Il a changé de diapositive. Maintenant, des extraits des journaux intimes. Agrandis. Une écriture d'enfant. Aujourd'hui, maman ne m'a encore pas donné à manger. J'ai faim. Déjà 3 semaines à la chaîne. Je veux me lever. Maman a montré un gâteau. Elle ne nous en a pas donné. Elle l'a mis sous clé. Estrine a lu plusieurs entrées à haute voix. Lentement. Distinctement. La salle écoutait dans un silence total. Louise a commencé à pleurer silencieusement. David ne bougeait pas. Le procureur a terminé. Il a éteint la présentation. Il s'est tourné vers les jurés. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Les écrits, les photos, les rapports médicaux, les journaux intimes, les témoignages des victimes, les aveux des prévenus. Tout indique une seule chose. Une maltraitance systématique, méthodique, ayant duré des décennies. Il s'est assis. La défense n'a pas posé de questions. Cela n'avait aucun sens. Les preuves étaient irréfutables. Le contraste entre les photos glacées de Disneyland et la réalité des chaînes, de la faim et de l'isolement,
ne laissait place à aucun doute. David et Louise Turpin avaient créé une façade idéale. Mais derrière elle se cachait une vérité qu'il n'était plus possible de nier. Après la présentation des preuves, les avocats de la défense ont demandé une rencontre avec le procureur. L'affaire était perdue d'avance. Ils le comprenaient. Les indices étaient irréfutables. Les rapports médicaux, les journaux intimes, les photographies. Les aveux de Louise elle-même, l'enregistrement audio de l'appel de Jordan. L'avocat de David, David Masher, a rencontré le procureur Estrin le 15 février 2019. Nous voulons discuter de la possibilité d'un accord. Estrin écoutait. Il s'attendait à cette conversation. Masher a poursuivi. Mon client est prêt à envisager de plaider coupable, mais nous avons besoin de garanties sur les peines. Estrin a secoué la tête. Je n'ai aucune motivation pour conclure un accord. Le dossier est en béton. Nous gagnerons au tribunal avec n'importe quel jury. L'avocat savait que c'était vrai. Il a tenté un autre angle. Mais le procès sera long. Les victimes devront témoigner, publiquement, contre leurs propres parents. C'est un traumatisme supplémentaire. Estrin a réfléchi. C'était un argument de poids. Les 13 enfants étaient sous la protection des services sociaux. Ils suivaient une rééducation, une thérapie. Ils s'adaptaient progressivement à une vie normale. Un procès public signifierait des mois dans une salle d'audience, les questions de la défense, les tentatives de discréditer leurs témoignages, les médias, les caméras, l'attention de tout le pays. Estrin a discuté de la situation avec son équipe, puis il a contacté les représentants des victimes. Il a demandé leur avis. Voulaient-ils passer par un procès complet ? La majorité a répondu la même chose, non. Ils ne voulaient pas voir leurs parents. Ils ne voulaient pas répondre à des questions sur ce qu'ils avaient vécu. Ils voulaient aller de l'avant. Estrin est revenu vers les avocats. Il a dit « Je suis prêt à discuter d'un accord, mais à mes conditions ». Les négociations ont duré 1 semaine. Les conditions du parquet étaient strictes. Un plaidoyer de culpabilité totale sur tous les principaux chefs d'accusation. Aucune formulation atténuante, aucune excuse. Les avocats ont tenté de négocier. Ils voulaient retirer les accusations les plus graves. Estrin a refusé. Soit ils reconnaissent tout, soit nous allons au procès. Et alors, je réclamerai les peines maximales. Le 22 février 2019, les avocats ont annoncé que leurs clients acceptaient. David et Louise Turpin étaient prêts à plaider coupables. L'audience a été fixée à la semaine suivante. 1er mars 2019. La salle d'audience du comté de Riverside est à nouveau comble. David et Louise ont été amenés séparément. Ils ont été placés devant le juge. Le juge Bernard Schwartz a commencé la procédure. David Alan Turpin, vous êtes accusé de 14 chefs d'inculpation, y compris l'usage de la torture, la séquestration, la maltraitance de personnes dépendantes. Comment plaidez-vous face à ces accusations ? David est resté silencieux quelques secondes, puis à voix basse. Coupable. Le juge a répété la question pour chaque chef d'accusation séparément. Torture, coupable. Séquestration, coupable. Maltraitance, coupable. Détention illégale, coupable. 14 fois, David a répété le même mot, coupable. Puis ce fut le tour de Louise. Louise Anna Turpin, vous êtes accusée de 14 chefs d'inculpation. Comment plaidez-vous ? Louise pleurait, sa voix tremblait. Coupable. Le juge a également passé en revue chaque point. Louise répétait à chaque fois à travers ses larmes « Coupable, coupable, coupable ». La procédure a duré 20 minutes. Lorsqu'elle fut terminée, le juge a déclaré « Le plaidoyer de culpabilité est accepté. Je fixe la date du prononcé de la sentence au 19 avril 2019. Jusqu'à ce moment, les prévenus restent en détention sans droit à une libération sous caution. » David et Louise ont été emmenés. La salle s'est vidée. Le procureur Estrin a fait une déclaration aux journalistes devant le bâtiment du tribunal. Aujourd'hui, la justice a fait un pas important. Les prévenus ont reconnu leur culpabilité. Ils ont admis avoir soumis leurs propres fils et filles à des années de maltraitance systématique. Il ne reste plus maintenant qu'à déterminer la peine. Le plaidoyer de culpabilité signifiait que les victimes n'auraient pas à passer par un procès. Elles n'auraient pas à témoigner publiquement. Elles n'auraient pas à regarder leurs parents dans la salle d'audience et à répondre aux questions de la défense. Mais cela signifiait aussi que tout le pays connaissait la vérité. David et Louise Turpin avaient officiellement reconnu ce qu'ils avaient fait. Sans réserve, sans tentative de justification, simplement les faits. Torture, privation de liberté,
Maltraitance. 14 chefs d'accusation. Pour chacun d'eux, coupable. Avant le prononcé de la peine, le procureur a présenté au tribunal une reconstitution complète. 19 avril 2019. Estrine s'élevait devant la salle avec un dossier épais de documents. Votre honneur, avant le prononcé de la sentence, je souhaite lire les faits établis. Le système qui existait dans la maison des prévenus. Le juge a acquiescé. Poursuivez. Estrine a ouvert le dossier. Il a commencé à lire. Lentement. Distinctement. Calendrier nutritionnel. Établi sur la base des journaux intimes et des témoignages des victimes. Prise alimentaire, 1 fois par jour. Parfois 1 fois tous les 2 jours. Ration, pain avec du beurre de cacahuète, dans 80% des cas. Burritos surgelés, dans 15% des cas. Le reste, conserve, rarement. Pause. Il a tourné la page. Portion. Moins de 500 calories par personne et par jour, alors que la norme est d'au moins 2000 pour les adultes et 1500-1800 pour les adolescents. Le déficit s'élevait à 70-80% du nécessaire. Page suivante. Accès à l'eau, limité. Il n'était permis de boire que pendant les repas. Eau supplémentaire, uniquement avec la permission des parents. Les demandes étaient souvent ignorées. Estrine continuait. La salle écoutait dans un silence total. Hygiène. La douche était autorisée en moyenne 1 fois tous les 10-12 mois. Brossage des dents, non réglementé. Les brosses à dents étaient distribuées rarement. Aucun soin dentaire n'a jamais été prodigué. Il a tourné la page. Vêtements. Aucune lessive n'était faite. Les vêtements étaient portés jusqu'à usure totale. Remplacement, uniquement lorsque les vêtements devenaient inutilisables. Les tailles n'étaient pas prises en compte. Les chaussures étaient souvent absentes ou de mauvaise taille. Section suivante. Emploi du temps. Lever, selon les instructions des parents, l'heure variait. Coucher, strictement à l'heure fixée. Violation de l'horaire, punition. Sieste interdite. Des réveils nocturnes étaient pratiqués par les parents pour vérifier l'obéissance. Estrine a fait une pause. Il a bu un peu d'eau. Il a continué. Système de punition. Établi sur la base des journaux intimes et des rapports médicaux. Premier type, enchaînement au lit. Durée de 3 jours à plusieurs mois. Au moins 30 cas recensés pour la période 2010-2018. Il a tourné la page. Deuxième type, privation de nourriture. Appliqué dans 60% des cas de violation des règles. Durée de 1 à 3 jours de jeûne total. Suivante. Troisième type, punition physique. Coup de ceinture sur le dos, les bras, les jambes. Fréquence, plusieurs fois par mois. Des traces ont été constatées par l'expertise médicale. Estrine lisait la liste des règles dont la violation entraînait une punition. Interdit. Prendre de la nourriture sans permission. Parler fort. Rire. S'approcher des fenêtres. Sortir de la chambre sans permission. Demander de l'eau. Demander à aller aux toilettes plus souvent que l'horaire établi. Jouer plus longtemps que le temps autorisé. Poser des questions aux parents. Autoriser. Se taire. Obéir. Attendre les instructions. Section suivante du document. Isolement. Sortie à l'extérieur, totalement interdite. Exception, voyages familiaux 1 fois par an pour créer une image publique. Contact avec le monde extérieur, inexistant. Fenêtre constamment calfeutrée. Regarder dehors, passible de punition. Il a tourné la page. Éducation. Une école privée était formellement enregistrée. En réalité, l'enseignement était minimal. Lecture, niveau élémentaire. Écriture, niveau élémentaire. Mathématiques, école primaire. Histoire, sciences naturelles, langues étrangères, inexistantes. Les victimes les plus âgées de plus de 20 ans ont un niveau d'éducation d'enfants de 10-12 ans. Page suivante. Soins médicaux, non prodigués. Aucun recours à des médecins depuis le déménagement en Californie en 2010. Vaccination, non effectuée. Maladie, non soignée. Estrine continuait de lire. Section après section, chaque aspect du système. Contacts sociaux. Totalement interdit. Communication entre frères et sœurs, uniquement en chuchotant. Les conversations à voix haute étaient punies. Contact avec les proches, inexistant. Téléphone, interdit. Internet, inexistant. Dernière section du document. Pression psychologique. Les parents montraient de la nourriture sans la donner. Achetaient des jouets en interdisant d'y jouer. Promettaient des améliorations contre un bon comportement sans tenir leurs promesses. Créer une atmosphère de peur constante et d'incertitude.
Estrine a fermé le dossier. Il a regardé le juge. Votre honneur, il ne s'agit pas de cas isolés de maltraitance. C'est un véritable système d'oppression, construit méthodiquement, appliqué systématiquement, ayant duré au moins 15 ans. Chaque aspect de la vie des victimes était contrôlé par les prévenus. La nourriture, l'eau, le sommeil, le mouvement, la communication, les pensées. Il s'est assis. Le document a été remis au juge. C'était une reconstitution complète du crime, basée sur les journaux intimes, les rapports médicaux, les témoignages, les aveux des prévenus eux-mêmes. Chaque fait était confirmé, chaque détail documenté. Le système de maltraitance était décrit dans son intégralité, du calendrier nutritionnel aux méthodes de pression psychologique. Maintenant, il ne restait plus qu'une chose, déterminer la peine pour ces crimes. 19 avril 2019, jour du prononcé de la sentence. La salle d'audience est remplie à craquer. Des journalistes, des représentants des services de protection, des proches, et pour la première fois, certains de ces 13 enfants eux-mêmes. Ils étaient assis au premier rang. 5 avaient décidé de venir, Jordan parmi eux. Les 4 autres ont demandé à ce que leur nom ne soit pas cité publiquement. David et Louise ont été amenés par des entrées séparées. Ils ont été installés à la table de la défense, tous deux en tenue de prisonniers, menottes au poignet. Le juge Bernard Schwartz est entré. Tout le monde s'est levé. L'audience a commencé. Schwartz a annoncé « Avant l'énoncé de la sentence, la parole est donnée aux victimes. L'un d'entre vous souhaite-t-il s'exprimer ?» Silence. Puis l'un de ceux assis au premier rang s'est levé. Joshua, l'aîné des frères. Il avait 30 ans, mais paraissait plus jeune. Il s'est approché du micro. Il a sorti une feuille de papier. Ses mains tremblaient. Il a commencé à lire. Sa voix était faible, mais ferme. Je veux parler de ce que nous avons vécu. Des années où nous ne comprenions pas ce qui se passait. Nous pensions que toutes les familles vivaient assis, que la faim était normale, que les chaînes étaient la règle, que l'isolement était une protection. Pause. Il a levé les yeux de sa feuille. Ensuite, nous avons appris la vérité. Nous avons appris que c'était mal, que les parents doivent protéger et non faire mal, nourrir et non affamer, enseigner et non enfermer. David et Louise restaient assis sans bouger. Ils regardaient la table. Joshua a poursuivi. Mais je veux dire encore une chose, je ne ressens pas de haine. C'était difficile pour moi, douloureux, effrayant. Mais j'apprends à continuer de vivre. J'apprends à pardonner. Pas pour eux, pour moi. Il a plié sa feuille. Il est retourné à sa place. Ensuite, Jordan s'est levée, celle-là même qui avait appelé le 911. Elle s'est approchée du micro, sans papier. Elle parlait de mémoire. J'ai passé cet appel parce que j'avais compris que ce n'était plus possible. Nous méritons une autre vie. Tous mes frères et sœurs méritent une autre vie. Sa voix s'est affermie. Maintenant, nous vivons dans un nouveau monde. Nous apprenons à manger normalement, à sortir dehors sans peur, à communiquer avec les gens. C'est compliqué, parfois très compliqué, mais nous y arrivons. Elle a regardé ses parents, directement, sans détourner le regard. Je ne sais pas si je vous ai pardonné, probablement pas, mais je n'ai plus peur, et c'est l'essentiel. Elle s'est rassise. Louise a commencé à pleurer, sans bruit. David a baissé la tête encore plus bas. Le juge a laissé 1 minute de silence à la salle, puis il a demandé « Quelqu'un d'autre souhaite-t-il s'exprimer ?» Personne d'autre ne s'est levé. Schwartz a acquiescé. Très bien. Avant de prononcer la sentence, je tiens à dire ceci. La salle a fait silence. J'ai examiné tous les éléments du dossier, les journaux intimes, les rapports médicaux, les témoignages, les aveux des prévenus, et je dois dire que c'est l'une des affaires les plus pénibles de toute ma carrière judiciaire. Vous, David et Louise Turpin, avez créé un système de torture dans votre propre maison. Vous avez condamné 13 personnes à des années de souffrance. Vous les avez privées d'une enfance normale, d'éducation, de santé, de tout ce qui fait que la vie est la vie. Schwartz les a regardés. Ils n'ont pas levé la tête. Vos actes n'ont aucune excuse. Aucune. Vous ne pouvez pas invoquer l'éducation, la religion, les difficultés financières ou quoi que ce soit d'autre. C'était un crime conscient, méthodique et systématique.
Il a ouvert le dossier contenant la sentence. David Alan Turpin, pour l'ensemble de vos crimes, je vous condamne à la prison à perpétuité, avec la possibilité de demander une libération conditionnelle après 25 ans. David n'a pas réagi. Il a continué de regarder la table. Louise Anna Turpin, pour l'ensemble de vos crimes, je vous condamne à la prison à perpétuité, avec la possibilité de demander une libération conditionnelle après 25 ans. Louise a éclaté en sanglots. Elle a caché son visage dans ses mains. Schwartz a poursuivi. Le droit à la libération conditionnelle n'est pas une garantie de libération. C'est une possibilité de s'adresser à une commission, laquelle examinera de nombreux facteurs, y compris votre comportement en prison, votre repentir, la vie des victimes. Compte tenu de la nature de vos crimes, je doute fort que vous sortiez un jour en liberté. Il a fermé le dossier. L'audience est levée. Coup de marteau. David et Louise ont été emmenés. La salle a commencé à se vider. Les 5 personnes assises au premier rang sont sorties par une sortie séparée. Elles ont été ramenées sous la protection des services sociaux. Les médias n'ont pas eu l'occasion de les filmer ou de leur poser des questions. Le procureur Estrin a fait un bref commentaire devant le tribunal. La justice a triomphé. David et Louise Turpin passeront le reste de leur vie en prison, et leurs victimes ont enfin reçu une chance de mener une vie normale. Le processus de rééducation sera long, mais ils ont déjà montré une force et une résilience incroyables. La sentence est entrée en vigueur immédiatement. David a été envoyé à la prison d'État de Corcoran, Louise dans la colonie pénitentiaire pour femmes de Chowchilla. Ils ne se reverront plus jamais, et avec une forte probabilité, ils ne sortiront plus jamais en liberté. Après la sentence, une nouvelle étape a commencé, la rééducation. Les 13 enfants ont été placés sous la tutelle des services sociaux du comté de Riverside. Les 7 plus âgés dans des foyers de groupe pour adultes, les 6 plus jeunes dans des familles d'accueil. Le programme de rééducation était sans précédent. Le système n'avait jamais vu de cas d'une telle ampleur auparavant. Les premiers mois furent les plus difficiles. Ils devaient apprendre des choses que les autres savent depuis l'enfance. Comment traverser la route, comment acheter des produits au magasin. Comment utiliser les transports en commun? Comment communiquer avec des inconnus? Jordan a raconté plus tard dans une interview « La première fois dans un supermarché, je suis resté là à regarder. Tant de nourriture, tant de choix. Je ne comprenais pas comment les gens décidaient quoi prendre. » Les aînés ont commencé à recevoir une éducation, des cours pour adultes, alphabétisation de base, mathématiques, compétences informatiques. Joshua est allé à l'université. Il a étudié la programmation. Les progrès étaient lents mais constants. Jessica a commencé à travailler. Un travail simple, l'emballage de marchandises dans un entrepôt. Mais pour elle, c'était une victoire, un revenu autonome, l'indépendance. Les plus jeunes sont allés à l'école, une école ordinaire avec d'autres élèves. C'était difficile. Ils avaient un grand retard sur le programme, mais les enseignants travaillaient avec eux individuellement. Tous suivaient une thérapie, des psychologues, des sessions de groupe, des consultations individuelles. L'un des psychologues a confié aux journalistes « Leurs traumatismes psychologiques sont profonds. Des années d'isolement ont perturbé leur perception fondamentale du monde. Ils doivent apprendre à faire confiance, apprendre à prendre des décisions, apprendre à vivre sans peur constante. » Mais des problèmes sont apparus. Après l'arrestation des Turpin, le public a créé un fonds d'aide. Les gens ont fait des dons. Plus de 600 000 $ ont été récoltés. L'argent devait servir à la rééducation, à l'éducation, au logement. Cependant, il s'est avéré qu'une partie des fonds était utilisée de manière inefficace. Certains des sétaignés se sont plaints de vivre dans de mauvaises conditions. Les tuteurs recevaient l'argent mais ne le dépensaient pas pour leurs pupilles. En 2021, plusieurs d'entre eux ont intenté un procès contre le comté de Riverside. Ils réclamaient l'amélioration des conditions de vie et l'accès aux fonds collectés. L'affaire a été médiatisée, la presse a commencé une enquête. Il a été découvert que le système de tutelle fonctionnait mal. Les contrôles étaient purement formels. Les plaintes étaient ignorées. Le comté a mené une enquête interne. Plusieurs employés ont été licenciés. Le système de surveillance des foyers de groupe a été réformé. Mais le temps était perdu. Les premières années après la libération, cruciales pour la rééducation, s'étaient déroulées dans des conditions inadaptées. Malgré les difficultés, il continuait d'aller de l'avant. En 2022, Jordan a accordé une grande interview à la chaîne ABC. Elle a raconté son histoire en détail. Elle a montré comment elle vit maintenant. Un appartement ordinaire, un travail, des amis. Elle a dit « Je ne veux pas que notre histoire définisse toute ma vie.
Oui, c'est arrivé. Oui, c'était affreux. Mais je suis plus qu'une simple victime. J'apprends à être une personne ordinaire. Certains des plus jeunes ont terminé l'école. Ils sont entrés à l'université. Ils ont trouvé du travail. Ils ont commencé à vivre de manière indépendante. D'autres sont encore en processus d'adaptation. La thérapie continue. Les progrès sont lents, mais ils sont réels. L'histoire de la famille Turpin est devenue l'une des plus retentissantes aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Elle a attiré l'attention sur les problèmes de l'enseignement à domicile, du système de tutelle et de la protection des droits. En Californie, des projets de loi sur le renforcement du contrôle des écoles privées à domicile ont été discutés. Mais aucun changement significatif n'a finalement eu lieu. La maison au 160 Muir Woods Road a été vendue en 2019. Les nouveaux propriétaires l'ont démolie. Ils en ont construit une nouvelle. Les voisins disent que personne ne voulait vivre dans ce bâtiment. David et Louise restent en prison. Ils pourront demander une libération conditionnelle en 2044. Ils auront alors respectivement 80 et 76 ans. La probabilité d'une approbation est minimale. Jordan a déclaré dans l'une de ses interviews « Les gens me demandent si j'ai pardonné à mes parents. Je ne sais pas, un jour peut-être, mais maintenant je veux juste vivre, normalement, sans peur, sans chaîne, avec la possibilité de choisir. » L'histoire des 13 frères et sœurs de Californie ne s'est pas terminée par l'arrestation des parents et le verdict du tribunal. Leur véritable histoire ne fait que commencer. C'est l'histoire de survivants qui apprennent à revivre, dans un monde qu'ils ne connaissaient presque pas, avec des traumatismes qui resteront à jamais, mais avec l'espoir d'un avenir qu'ils n'avaient pas auparavant.